Mesdames et messieurs, patriotes congressistes, en vous remerciant pour votre présence et votre fidélité au parti, je voudrais, en prélude de mon propos, vous adresser mes sincères et chaleureuses salutations. Aussi, à l'occasion des présentes assises, au regard des événements multiformes qui ont cours et semblent dessiner ici et ailleurs les contours d'un monde nouveau à venir, c'est avec gravité que je voudrais m'exprimer devant vous aujourd'hui. Mais avant, permettez-moi d'énoncer quelques-uns des motifs qui ont gouverné à la tenue de ces congrès. D'abord, l'absence de congrès depuis plusieurs années est essentiellement liée à l'élection présidentielle de 2016, marquée par des événements qui ont installé durablement un réel traumatisme dans notre vivre ensemble, ainsi qu'à la pandémie de la COVID-19, avec son lot de privations plurielles allant jusqu'à l'interdiction des rassemblements. Le non-respect des dispositions statutaires ainsi constatées nous mettait dans l'urgence de tenir ces assises aussitôt que possible. L'urgence tient également à la nécessité de doter les différents organes du parti d'une nouvelle équipe dirigeante et de redéfinir son positionnement politique. Mais au-delà de ces motifs organisationnels et statutaires, et à moins d'être satisfait de l'état du pays et d'y voir une occasion de nous fondre au sein de la caste au pouvoir, ces congrès tiennent surtout de l'obligation que nous impose l'histoire de porter un regard objectif et sans complaisance sur l'état de la nation. De sorte que les conclusions tirées d'un tel examen nous éclairent dans le choix de l'orientation idéologique à donner au parti, ainsi que dans le positionnement politique à lui définir. De ce que je viens de dire, retenons que ces congrès ne peuvent donc s'articuler dans l'indifférence du contexte général qui les accueille, lequel contexte a des déclinaisons locales et internationales. Mesdames et messieurs, chers patriotes, au plan local, je ne saurais me satisfaire de vous égrener des mots maintes fois répétés dont souffre notre pays, tel qu'il est désormais politiquement correct et convenu de procéder. Inclination qui présume que les populations elles-mêmes ignorent ce dont elles manquent et souffrent, alors même que ces dernières nous attendent sur l'explication des causes de ces maux et sur l'articulation précise des moyens pour en sortir. Je ne vous ferai donc pas l'injure d'ignorer ces causes, ces conditions et ces facteurs objectifs qui ont négativement façonné notre contexte et continuent de travailler toutes les dynamiques à l'œuvre dans notre organisation sociale. Toutes choses qui contribuent à corrompre jusqu'à nos propres conceptions des solutions à apporter à nos maux et à nos contradictions, lesquelles contradictions sont d'ailleurs définies et prises en charge ailleurs qu'ici chez nous, du fait de nos représentations mentales et de nos lectures des réalités extérieurement paramétrées. Représentations et lectures qui s'avèrent inaptes à trouver les clés de notre aventure ambiguë. Ce diagnostic des causes ne peut ignorer les traumatismes de l'histoire, qui vont des blessures lointaines de l'esclavage qui a déstructuré nos organisations sociales à la décolonisation factice programmée pour verrouiller la confiscation de nos ressources. En passant par la néocolonisation et la recolonisation en marche, dont les acteurs ne dissimulent même plus leur certitude de détenir un droit exclusif de propriété à l'égard de l'Afrique et un droit de regard sur ses choix politiques, économiques, sociaux, stratégiques et géostratégiques. Au sortir de l'esclavage et de la colonisation, la décolonisation est venue institutionnaliser
et articuler l'adhésion aux hiérarchies fécondées par l'esclavage ainsi qu'à son ordre du monde héritier. Au motif de décolonisation, il n'y a eu en réalité qu'une structuration et une systématisation du maintien sous tutelle d'un continent nourricier du monde par ses ressources. Il s'est agi de la mise en place du système d'exploitation que le sens informatique illustre parfaitement dans ses mécanismes et le sens réel dans ses finalités. La systématisation de l'exploitation a nécessité l'implémentation de pratiques, d'institutions et de mécanismes interreliés et convergents, œuvrant dans le but de pérenniser à la fois le contrôle des ressources et la programmation ou la déprogrammation culturelle et identitaire des populations africaines, anciennement esclavagisées, puis colonisées. Dans son articulation supérieure, ce système a encore les traits de la dictature des institutions de Bretton Woods, ceux des mécanismes de la dette et d'une aide au développement devenue une industrie, ayant vocation à faire vivre et prospérer ses promoteurs, acteurs et fonctionnaires, lesquels, par ce fait même, n'ont plus intérêt à la voir disparaître, encore moins à voir s'effacer ses causes. Ce système, c'est celui de la tutelle monétaire et des compagnies militaro-minières, avec leurs mercenaires infiltrés et reconvertis en experts de toutes sortes, résolument en guerre secrète et permanente pour la domination et l'appropriation des ressources sous nos tropiques. Ce système a aujourd'hui encore le visage de la base militaire de cette France, qui a reçu mission de tenir le rôle de gendarme africain pour le compte de ses parrains et libérateurs américains, à la manière du surveillant de la plantation d'esclaves qui, pour le compte du propriétaire, veille à la bonne disposition de la ressource à l'égard de ce dernier. Ce même système, c'est encore celui des réseaux obscurs qui ne nous autorise l'issue électorale que celle validée par le versant supérieur de cette matrice de domination et de spoliation que nous avons coutume d'appeler France-Afrique, située quelque part même au-dessus de l'État français. Au fin du maintien de notre pays et de notre continent à la périphérie des enclaves de prospérité de l'ordre mondial actuel et dans le simple rôle de pourvoyeur de ressources énergétiques et de minéraux précieux, le système France-africain a mis en œuvre un dispositif politico-militaire par le biais de la tutelle politique et des bases militaires et un dispositif économico-monétaire assis sur le franc CFA. Aujourd'hui, au motif de redéfinir les paradigmes d'une coopération au bilan d'échecs avérés, ce système France-africain appelle par la voix de son jeune représentant Emmanuel Macron à une plus grande intimité, dit-il, des rapports entre la France et l'Afrique. Cette intimité, en dehors des relents d'outrance et d'inconvenances que l'emploi du terme pourrait sous-entendre, s'articule dans l'exaltation de la jeunesse comme actrice d'un pouvoir sans mémoire, dans le renouvellement du narratif visant une nouvelle aliénation des Africains. En vérité, sans être désormais trop présente, la France-Afrique met en place son dispositif d'une recolonisation structurelle permanente, de sorte que nous devenons nous-mêmes les défenseurs et promoteurs des mécanismes qui nous oppriment, tels les esclaves de la plantation qui se chargent eux-mêmes du maintien de l'ordre qui consolide leur état d'esclave. Chers patriotes, c'est en faveur de ce système que notre pays a été aligné par ses dirigeants depuis les indépendances. En conséquence de cet alignement, et avec notre complicité, ce système nous a mis sous son parapluie, tout en nous sous-traitant souvent des basses besognes et en faisant jouer à notre pays des rôles pas toujours honorables, qu'il faudra d'ailleurs un jour examiner et s'amender. Une autre conséquence de cet alignement est que le système france-africain a articulé son incarnation locale dans le pouvoir en place, dans le parti dirigeant et dans les élites qui animent l'un et l'autre.
en leur qualité de garants locaux du système et de ses intérêts, ce pouvoir, ce parti et ses élites reprennent à leur compte au plan national les méthodes appliquées par le système dans son périmètre régional d'influence. Lorsque la France se sert en ressources, en concédant les fruits résiduels de celles-ci aux pays spoliés, les dirigeants des 10 pays s'octroient à leur tour la grosse part des résidus pour n'en réserver au peuple et au développement du pays que la portion congrue. Ainsi, dans son versant inférieur, la France-Afrique se prolonge et s'incarne au Gabon dans le Parti démocratique gabonais qui, sous le parapluie de son parrain, garantit principalement les intérêts locaux de ce dernier et accessoirement ceux de ses zélés serviteurs contre ceux du peuple. Il veille à ce que cette disposition des choses ne soit ni ébranlée ni renversée. Pour ce faire, il s'assure du maintien bien en place des verrous du système que sont la garde républicaine et la base militaire française, qui conjuguent de force pour la protection du système par les armes, le Parti démocratique gabonais pour le contrôle des populations par la récompense multiforme à l'allégeance et à la soumission. La Cour constitutionnelle et la Commission électorale, Centre gabonais des élections devenu, inévitablement programmée à donner un aspect légal aux récurrentes manœuvres illégales de confiscation du pouvoir. Les élections qui ne sont rien d'autre qu'un outil du système en place visant la neutralisation sous le vernis démocratique et républicain des forces de rupture d'avec cet ordre désormais rejeté. Derrière les verrous où il a enfermé le peuple, ce système a placé le PDG comme vigile, à la manière d'un oncle Tom qui serait le relais du surveillant de la plantation d'esclaves, relais à son tour du propriétaire de la dite plantation. Dans son rôle parfaitement exécuté, il a consacré son clan dominant et défini les horizons infranchissables du débat politique et des aspirations du peuple. Ainsi, il n'est pas envisageable de concevoir l'exercice du pouvoir en dehors de la famille régnante et ses cercles. Tout comme le débat politique n'est autorisé à s'ouvrir que sur le partage des postes, des privilèges et sur celui du partage de la richesse résiduelle du pays. Ce même débat est prohibé sur les conditions et les mécanismes de création de cette richesse ou résidu de richesse à se disputer. En guise de bilan, cette architecture et ce dispositif structurel nous ont révélé leur efficacité à œuvrer pour le motif de sa création, à savoir la défense des intérêts respectifs de l'ancienne puissance coloniale et de ses clans supplétifs locaux d'Afrique. Tous baignant dans cette culture mondialisée et invasive qui folklorise nos valeurs et nos identités profondes. Mais cette articulation des choses nous a surtout révélé son incapacité et son opposition à être un vecteur de prospérité, de développement humain et de bonne gouvernance au service des peuples africains. Ces limites structurelles et les réactions qu'elles inspirent s'observent aussi au plan international. En effet, et dans le prolongement de l'esclavage et de la colonisation qui ont permis l'accumulation du capital sur la base duquel s'est construit le système économique qui gouverne le monde, les maîtres de l'ordre de Yalta ont imposé leur tutelle à l'Afrique tout en s'y octroyant un droit exclusif de propriété sur les richesses et les ressources. Leur complexe militaro-industriel et l'architecture institutionnelle breton-woodienne sont là pour veiller à la persistance de cet ordre, au point que nous le croyons depuis longtemps immuable et inébranlable, malgré son inhumanité, son injustice, sa violence et sa cruauté. Mais fort heureusement, rien n'est immuable. L'histoire est en marche
Et des bouleversements significatifs sont en gestation sous nos yeux. La domination hégémonique du monde par les maîtres de l'ordre ancien tente à décliner, en même temps que ces derniers montrent des signes sensibles d'essoufflement. Des puissances alternatives émergent et animent l'affirmation de pôles de puissance qui contestent plus ou moins directement le monopole de la puissance de l'Occident déclaré. La conjugaison de ces deux facteurs engendre une recomposition et une redistribution géostratégique mondiale de la puissance. Ces mouvements tectoniques de la puissance sont désormais des voies d'opportunité pour l'offre d'une nouvelle humanité à l'édification de laquelle nous sommes conviés. L'Afrique est conviée. À cet effet et à cette échelle, le mouvement panafricaniste se positionne comme une offre possible venue d'Afrique, d'une nouvelle humanité ou d'une Afrique à la recherche de son authenticité, de sa dignité, de son développement et d'un nouveau positionnement géostratégique. Cette offre s'ajoute et parfois complète certaines autres qui veulent toutes mettre un terme à la domination unilatérale de l'Occident déclaré et de l'ordre actuel des choses. Chers congressistes, en résumé de ce qui vient d'être examiné et observé, nous reprendrons notre image, pas si innocente, de la plantation d'esclaves. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la situation où des esclaves ayant été contraints de se soumettre aux règles déshumanisantes de la plantation, sur l'élaboration desquelles ils n'ont eu mot à dire, voient s'affaiblir le gardien relais du propriétaire des champs. L'application brutale des règles esclavagistes s'assouplisse du fait de l'affaiblissement du gardien. Faut-il pour ces esclaves soigner le gardien en ayant à cœur de demeurer au sein de la plantation comme propriété du détenteur des lieux et le maintien de l'ordre esclavagiste établi? Faut-il en tant qu'esclave laisser périr le gardien et aller opportunément solliciter sa place auprès du propriétaire pour devenir le nouveau bras qui fait s'abattre la loi de l'ordre esclavagiste sur ses frères? Faut-il pour ces mêmes esclaves saisir cette occasion pour enfin planifier, organiser la liberté dont les conditions leur sont servies par la conjoncture et les événements? Pour faire un retour inévitable sur notre scène politique locale, nous pouvons nous demander à laquelle de ces options, dans pareil contexte, correspond l'offre ou les offres politiques audibles dans le débat politique national. Autrement dit, existe-t-il au plan national une offre politique qui se distingue véritablement pour répondre aux enjeux locaux, régionaux et internationaux du moment? Ainsi que nous l'avons établi précédemment, le système, le pouvoir, le parti et leurs élites respectives ont défini l'horizon infranchissable du débat politique. Conséquemment, toutes les offres politiques admises doivent être en deçà de cet horizon où ne figure pas le droit de questionner sur la production de la richesse, mais seulement celui de se palabrer sur le partage local des résidus de cette richesse, après l'approvisionnement du maître, de la plantation, du gardien et de ses oncles Tom locaux. C'est assurément une espèce de social-démocratie de la misère. En deçà de cet horizon, se trouve aussi le droit de s'échapper sur des élections inutiles, dont les issues sont courues d'avance contre le choix du peuple, au bénéfice des relais du système en place et son ordre des choses. Dans cette configuration, les dites élections, ainsi que déjà évoquées, sont paramétrées pour n'être qu'un instrument de neutralisation des forces de rupture avec le système en place. Dans tous les cas, sous cet horizon infranchissable, l'ordre établi et oppressif est maintenu. S'agissant du Parti démocratique gabonais, qui se maintient et prospère par la survivance de l'ordre établi, la posture observée de sa part correspond, pour reprendre notre image de la plantation d'esclaves, à ceux des choix faits par les dits esclaves, qui consistent soit à soigner le gardien, en ayant à cœur de maintenir l'ordre esclavagiste établi et de demeurer au sein de la plantation comme propriété du détenteur des lieux, ou laisser périr le gardien et aller opportunément solliciter sa place auprès du propriétaire pour devenir le nouveau bras
qui fait s'abattre la loi de l'ordre esclavagiste sur ses frères. Aussi, sous le faible argument de diversification des partenaires, l'adhésion de notre pays au Commonwealth n'est-elle pas plutôt l'illustration de cette attitude qui consiste pour l'esclave à choisir de demeurer dans sa condition d'esclave, mais en ayant désormais pour interlocuteur direct le propriétaire de la plantation et non plus le gardien affaibli? Très majoritairement, toutes les offres politiques qui sont déclinées sur l'échiquier politique national se positionnent volontairement ou involontairement en deçà des 10 horizons infranchissables. Faisant cela, il n'est pas possible d'obtenir autre chose que ce pourquoi le système les a définis et tracés, à savoir sa propre pérennité et l'impossibilité structurelle de voir le choix du peuple accéder au pouvoir au moyen des dites élections, dont ce n'est d'ailleurs pas le rôle dans la configuration actuelle des choses. Force est de se rendre à l'évidence que la disposition systémique actuelle des choses n'encourage ni l'émergence, ni la maturation d'une offre politique à la hauteur des enjeux historiques du moment. N'en avons-nous pas, de bonne foi, fait la démonstration? Chers congressistes, combien de fois n'avons-nous pas expérimenté la participation aux élections pour quel résultat? Sinon le même, celui de l'imposition d'un président contre le verdict des urnes. N'avons-nous pas de bonne foi expérimenté la participation aux élections sous le prisme d'une candidature unique? Pour quel résultat? Sinon celui de l'imposition d'un président contre le verdict des urnes. N'avons-nous pas de bonne foi, et à quelque titre que ce soit, participé à la gestion d'une parcelle de l'administration du pays pour finir par nous rendre compte que nos attributs de souveraineté sont articulés ailleurs? Chers patriotes, la situation de crise profonde dans laquelle le Gabon, notre pays, est plongé depuis plusieurs années maintenant, est structurellement due à la survie métastatique du système que je viens de vous présenter. Une urgence s'impose pour nous pour sortir de cette crise qui n'a que trop duré et qui a causé tant de désastres politiques, économiques et sociaux en rétablissant la légitimité et la légalité au sommet de l'État. Une urgence s'impose à nous, celle de la production d'une offre politique de rupture qui soit une solution réparatrice et préventive des injustices et des hold-up électoraux subis. Il nous faut impérativement nous investir dans l'articulation et la production de cette offre politique de rupture et pourquoi pas avec d'autres partisans de la libération et de la refondation de notre pays. Une offre qui soit également une réponse structurelle et pérenne aux échecs passés et actuels, une réponse au contexte socio-économique national ainsi qu'aux enjeux et défis géostratégiques mondiaux contemporains. Loin des postures d'opportunité politique urgentes et sans cap, auxquelles le parti au pouvoir peut d'ailleurs pourvoir, je nous invite. Et j'invite tous les patriotes du pays à ne ménager aucune énergie pour présenter à ce peuple simple, généreux, tolérant, résilient et qui le mérite tant, une offre politique qui sache. Une offre politique qui sache nous construire une identité commune, ainsi que nous définir une aventure collective. Structurer notre stratégie diplomatique et faire coïncider notre souveraineté politique avec nos partenariats et nos accords politiques. Une offre politique qui sache organiser et planifier la reprise en main de notre économie et de notre politique monétaire. Une offre politique qui sache réarticuler l'architecture institutionnelle afin que l'exercice du pouvoir soit dédié à la satisfaction des besoins du peuple au service de la libération nationale et africaine. Le tout pour répondre à l'appel à la libération et à la restauration de notre dignité. Appel demeuré vain à ce jour
mais inlassablement réitérée à l'endroit du siège du pouvoir par nos ascendants déshumanisés. Le tout pour répondre enfin au même appel que symbolise admirablement sur notre front de mer la statue d'esclave brandissant ses chaînes en direction du palais, comme pour enjoindre le pouvoir légitime qui a vocation à y résider, d'œuvrer pour sa libération, pour la chute du système toujours actif et plus élaboré qui a conçu, autorisé et mis en œuvre sa réduction à l'état de bête de somme. Vous avez loisir à regarder cette statue lorsque vous passez au bord de mer. Si vous n'avez pas observé, observez. D'œuvrer pour la fin de cet ordre du monde qui a prospéré grâce à la déshumanisation de nos pères et mères. Mesdames et messieurs, chers congressistes, c'est avec cet espoir et sur ce que je déclare ouvert les travaux du 6e congrès ordinaire et du 4e congrès extraordinaire de l'Alliance démocratique et républicaine ADER. Vive l'ADER, vive le Gabon dans une Afrique digne et forte. Je vous remercie pour votre aimable attention.